Je voyais les maîtresses, comme des genres de Shiva, qui doivent s'occuper à la fois de l'élève qui parle pas français, de l'élève qui souffre de dyslexie, de celui qui est en train de faire un bras de fer au lieu de faire ses exercices et des bons élèves qui ont fini leur travail avant tout le monde. Azilis Claquin est journaliste à La Croix l'Hebdo. De septembre 2023 à juin 2024, elle a suivi le quotidien d'une école élémentaire. En un an, elle a mesuré à quel point faire vivre le principe d'égalité des chances était un défi pour les enseignants. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre. Ce qui s'est passé avant et comment il l'a vécu. Vous écoutez L'envers du récit. Je m'appelle Azilis Claquin, je suis grand reporter à La Croix l'Hebdo. Et donc, je vais vous raconter les coulisses de mon reportage sur l'égalité des chances. Donc, pour ce sujet, j'ai suivi une année scolaire entière, de septembre jusqu'à juin, dans une école élémentaire. Ça faisait longtemps que j'avais envie de passer du temps au sein d'une école pour raconter au jour le jour ce lieu qui nous est familier, parce qu'on y a des souvenirs ou parce qu'on y emmène ses enfants, mais qui reste finalement un lieu assez secret dont on ignore un peu ce qui s'y passe au quotidien, au jour le jour. Par ailleurs, à travers mes propres enfants, j'ai pu constater récemment à quel point les équipes éducatives dans l'enseignement public peuvent se retrouver parfois complètement démunies face à des situations complexes qu'elles ont à gérer. Des enfants avec de très importants troubles du comportement, des enfants dans des situations de très grande précarité, des faits de violence et finalement très peu de moyens pour faire face à toutes ces problématiques. Et je trouve qu'on se dit: «Mais comment ils font?» Et comme fil rouge de cette immersion, le sujet de l'égalité des chances s'est imposé, justement pour embrasser cette grande diversité d'élèves qu'accueille l'école élémentaire publique. Et aussi parce que malgré son attachement à l'égalité des chances, l'école française reste très inégalitaire. C'est souligné par de nombreuses études et notamment l'enquête internationale PISA, qui mesure un peu l'état de santé des différents systèmes éducatifs. Donc sur ce sujet qui est très vaste, l'égalité des chances, ce qu'on voulait, c'est du terrain, c'est-à-dire raconter comment cet idéal, ce bel idéal, prend forme au quotidien, au jour le jour, dans le travail d'une équipe éducative. Et pour pouvoir le suivre au plus près, on a eu envie de vraiment se focaliser sur un seul établissement avec une équipe, des élèves et prendre le temps de se concentrer sur cet environnement. Donc après, on voulait une école, mais il s'agissait ensuite de la trouver. Moi, dans l'idéal, en fait, ce que j'espérais, c'est trouver une école, que je dirais avec des grands guillemets, une école normale, une école banale, même si, toutes les écoles sont singulières avec leur équipe, leurs élèves, leur territoire. Mais en tout cas, ce que je voulais pour raconter cette quête de l'égalité des chances, c'est trouver une école qui soit ni spécialement favorisée, ni spécialement défavorisée. Je suis passée par le ministère de l'Éducation nationale, qui était, très optimiste sur ce projet de reportage. Donc je pensais qu'on trouverait sans problème, plusieurs écoles, motivées, candidates pour cette immersion, d'une année et que donc on pourrait choisir finalement parmi plusieurs candidates. Et de mon côté, j'ai aussi, lancé des pistes, via notamment des enseignants de mon entourage ou des amis. Quand j'ai contacté, des directeurs d'école ou des enseignants, pour leur raconter le projet d'une immersion d'1 an dans une école, élémentaire publique, j'ai fait face plusieurs fois à la même réaction. Donc je présentais, je disais que je travaillais pour La Croix l'Hebdo, je demandais s'ils connaissaient La Croix, si c'était pas le cas, je disais on faisait partie d'un groupe, catholique, voilà. Et quand les gens connaissaient La Croix, il y avait tout de suite une réaction qui était, «Mais pourquoi La Croix veut venir dans une école publique? C'est quoi votre objectif?» Et là, j'étais très désarçonnée. Je leur disais: «Ben, en fait, avant d'être catholique, La Croix, c'est un journal. On est des journalistes, et donc on s'intéresse à tout ce qui fait, la société, tout ce qui fait, le monde, tout ce qui fait l'actualité
Et donc, on s'intéresse évidemment aussi à l'école publique et il ne s'agit pas de rentrer dans une école publique pour dézinguer l'école publique et c'est pas du tout mon intention. Et ce que j'ai senti aussi dans les refus que j'ai eus, c'est une espèce de lassitude en fait du corps enseignant, une sorte de ras-le-bol, un côté on en fait déjà largement assez, on a déjà des tâches qui se rajoutent aux tâches et qui se rajoutent aux tâches. Et donc accueillir en plus un journaliste, c'est pas possible, on n'a pas le temps. Et puis un sentiment de manque de considération de leur hiérarchie et de la société dans son ensemble. Arrivé à la fin du mois de juin 2023, je m'apprêtais à renoncer en fait à cette immersion. Parce que finalement, j'avais aucune école candidate sur mes démarches personnelles ou par le ministère de l'Éducation nationale. Et finalement, fin juin, à la toute fin du mois de juin, un directeur d'école a donné son accord. Donc bon, super, bonne surprise. Et là encore, il y a eu un rebondissement parce que finalement, début septembre, quand j'ai recontacté cette école, le directeur avait changé au cours de l'été et donc il y avait une nouvelle directrice qui n'était pas au courant de ma demande, du projet et donc il a fallu que je recommence un peu tout à zéro, essayer de convaincre la directrice, me rendre compte que finalement dans cette équipe, certes le directeur qui était parti avait accepté le projet d'immersion pendant 1 an, mais que la plupart des enseignantes avaient refusé. Que la directrice actuelle était pas spécialement motivée et voilà, donc ça a été compliqué. Il a fallu vraiment que je présente à nouveau mon projet à toute l'équipe, donc dans une salle, le jour de la pré-rentrée face à une dizaine ou une quinzaine de personnes, essayer de les convaincre du bien fondé de la démarche, de l'intérêt de raconter l'égalité des chances et de nos intentions qui étaient pas, de nuire à l'école publique non plus. Et au final, seulement 2 enseignantes ont été d'accord de m'accueillir, toute l'année, dans leur classe. Donc ces 2 enseignantes, c'est Fanny, une enseignante de CP d'une 40aine d'années, une brune avec un caractère bien trempé, à la fois, très engagée dans son métier et très critique sur les conditions d'exercice. Et la deuxième enseignante qui a été d'accord, de m'accueillir dans sa classe, c'est Laurence, enseignante en CE1, CE2. Très attachée à intégrer tous les élèves, quel que soit leur bagage, expérimentée parce que c'est la doyenne de l'équipe, éducative de cette école, mais d'un tempérament très anxieux. On sent c'est une forme de pression finalement, de réaliser cette mission et l'ambition qu'elle met dans son métier. Alors je précise que ce ne sont pas leurs vrais prénoms parce qu'on a décidé que cet article serait anonyme pour pouvoir finalement raconter le quotidien de cette école, au plus près, mais sans exposer, les enfants et leurs familles. Donc pour qu'on ne puisse pas les identifier, j'ai modifié les prénoms et j'ai pas nommé l'établissement non plus. C'est un peu la condition, pour que ce projet de reportage, soit accepté par l'équipe. Alors, sur le terrain, je dois dire que très rapidement, j'ai été très, très étonnée de ce qui se vivait dans cette école, de centre-ville. Parce que même si seulement donc Fanny et Laurence m'accueillaient dans leur classe, je pouvais, assister aux différentes réunions de l'équipe et là, j'entendais beaucoup parler des difficultés auxquelles, l'équipe était confrontée. Des difficultés finalement, très variées, un public, très diversifié dans cette école. Donc, par exemple, l'accueil dans des classes, d'enfants autistes dont certains ont un niveau de CP mais qui sont quand même scolarisés en CM1 pour des questions de taille, d'âge, pour qu'ils soient avec des enfants de leur tranche d'âge. D'autres enfants avec de gros troubles du comportement qui frappent leurs camarades, qui les poussent dans les escaliers, qui sont très, très agités en classe. Des enfants un peu livrés à eux-mêmes, qui sont parfois en CP ou en CE1 mais qui arrivent seuls à l'école le matin, qui sont pas lavés, qui ont des caries, dans les dents. Un petit garçon qui regarde des films pornographiques avec son père, des enfants qui subissent des violences chez eux, qui ont un parent toxicomane ou un parent en prison. Donc vraiment des situations bien plus compliquées que ce que moi j'imaginais dans une telle école. Il se trouve que cet établissement aussi accueille des enfants étrangers qui parlent pas français ou qui vraiment débutent en français, donc le lisent pas forcément. Des enfants qui, certains d'entre eux viennent de pays en guerre ou qui ont vécu un parcours migratoire. Certains ont jamais été scolarisés auparavant. Donc finalement, sur ce sujet de l'égalité des chances, il y avait du grain à moudre et une très grande diversité d'élèves pour les enseignantes qu'il s'agit d'emmener tous ensemble. Ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est que dès cet automne 2023, j'ai appris qu'une famille était logée dans l'école, était hébergée dans l'école. Donc une école de plusieurs étages et
Au dernier étage de l'école, il y avait une salle vacante dans laquelle avaient été installés des matelas, des couvertures, un frigo, pour pouvoir accueillir une famille. C'est, Laurence, donc une des enseignantes, qui m'accueillait, qui un jour a demandé à Liana, une petite fille géorgienne, de lui donner son cahier, et la petite fille lui a tendu un cahier complètement trempé, et c'est comme ça que cette maîtresse a appris que son élève de CE2 dormait sous une tente dans un parc depuis plusieurs mois avec sa famille. Et il se trouve que Fanny, l'autre, maîtresse qui m'accueillait, accueillait dans sa classe, Michael, le petit frère de Liana, et elle, le matin, elle lui donnait, un croissant chaque matin dans la cour, aussi discrètement que possible, parce qu'elle savait qu'il venait à l'école le ventre vide. Donc vraiment une situation de très grande précarité qui m'a surprise et qui m'a frappée. Ce qui m'a frappée aussi, c'est la réaction au sein de l'école. À ce moment-là, à l'automne, 2023, on était en plan Vigipirate renforcé, puisqu'on était juste après, l'attentat à Arras, où un ancien élève a assassiné un enseignant de français. Donc malgré, toutes les précautions, liées à ce plan Vigipirate, on a un collectif de parents d'élèves, donc dans cette école, quand même avec un public globalement plutôt privilégié, des parents d'élèves qui se sont organisés en collectif pour, prendre l'initiative de loger cette famille dans l'école, qui se sont organisés donc pour trouver des couettes, des vêtements chauds, du matériel scolaire, avec des enseignantes de l'école aussi qui contribuent à ce collectif, qui donnent du matériel, mais qui prennent bien attention pour rester à leur place de maîtresse et pas mettre mal à l'aise ni les enfants ni les parents, pour vraiment permettre aux enfants, à ces enfants qui vivent dans l'école, qui habitent dans l'école, de vivre, finalement le plus normalement possible leur vie d'élève. Quand j'étais finalement dans ces 2 classes, au quotidien, dans les classes de Fanny ou dans la classe de Laurence, j'ai pu observer ce défi finalement d'enseigner à des élèves si différents. Je voyais les maîtresses, comme des genres de Shiva, qui doivent répondre à 1000 sollicitations en même temps. On entend «maîtresse, maîtresse», vraiment toutes les 2 minutes dans la classe, qui doivent s'occuper à la fois de l'élève qui parle pas français, de l'élève qui souffre de dyslexie, de celui qui est en train de faire un bras de fer au lieu de faire ses exercices, et des bons élèves qui ont fini leur travail avant tout le monde. Et donc, j'ai pu constater que c'était, difficile, sans doute même assez épuisant, et que c'est un énorme challenge de faire progresser, de faire avancer, tout le monde en même temps avec des profils, si diversifiés. Alors concrètement, quand j'étais en classe, moi je me faisais toute petite, le plus discrète possible. Je m'installais au fond de la classe, sur une table, en général c'était quand même des assez petites tables et assez petits bureaux, pour observer juste ce qui se passait, et profiter de ce privilège que j'avais de passer du temps comme une petite souris, au fond d'une salle de classe. Ce qui était amusant et assez touchant, c'est que assez vite et au fil du temps, les enfants me connaissaient et qui venaient, par exemple, me montrer leurs dessins, me montrer leurs cartes Pokémon ou leurs tatouages, me poser des questions: «Tu habites où? Qu'est-ce que tu écris sur ton cahier?» Et certains, aussi me donnaient spontanément la main dans le couloir ou venaient me faire un petit câlin quand j'arrivais. C'était vraiment, après c'était des enfants assez petits puisque c'était, CP, CE1, CE2. Et tout ça était assez touchant. J'ai l'impression de faire partie, de l'équipe, finalement assez rapidement. Ce qui était, vraiment chouette aussi, c'est que même s'il n'y avait que Fanny et Laurence qui m'accueillaient dans leur classe, je pouvais échanger avec les autres, enseignantes qui savaient que de toute façon, je respecterais, l'anonymat. Donc assez vite, elles me parlaient assez librement dans la cour de récréation, et surtout j'avais le grand privilège de rentrer en salle des maîtres, qui était, là pour le coup plutôt une salle des maîtresses puisqu'il y avait, dans cette école, que des enseignantes. Et donc ce lieu un peu particulier, meublé de briquets de broc avec des bouilloires, du Nescafé à droite à gauche, parfois des petits gâteaux, et autour, d'une grande table, les enseignantes, qui, sortent de cours ou font leur pause, pendant la récré ou à l'heure de midi et qui débriefent, qui lâchent la pression, un lieu un peu soupape. J'ai vu aussi qu'elles parlaient tout le temps, tout le temps, tout le temps de leurs élèves. Et ça m'a montré aussi à quel point, voilà, elles étaient, engagées à fond, et des fois aussi un peu découragées, désespérées ou exaspérées par certaines situations ou certaines décisions. Évidemment, j'ai pas passé, une année, complète, j'y suis allée dans cet établissement régulièrement, par-ci par-là, à peu près une fois par mois, et arrivé le moment de l'écriture, évidemment, j'avais,
énormément de notes. D'autant que sur le sujet de l'égalité des chances, c'est un sujet quand même très vaste et finalement, qu'on vienne d'un milieu favorisé ou non, la question se pose. Qu'on soit une fille ou un garçon, la question se pose. Qu'on soit dans une famille stable ou perturbée, la question se pose. Qu'on soit français ou étranger. Enfin voilà, finalement, ce sujet, il touche à plein d'aspects. Donc j'ai dû renoncer à énormément de choses au moment de l'écriture et finalement, je me suis retrouvée un peu comme les enseignantes en classe. C'est-à-dire que j'ai bien vu que dans l'écriture, j'étais spontanément, absorbée par les cas les plus saillants. Comme les enseignantes, donc j'ai pu constater en classe que, forcément, les élèves les plus agités ou les élèves qui ont le plus de difficultés vont, absorber beaucoup plus leur attention aussi. Et donc, j'ai dû moi-même, faire l'effort de prendre un peu de distance par rapport à ces élèves-là dans l'écriture pour laisser aussi de la place aux autres élèves pour qui la question de l'égalité des chances se pose aussi finalement. Donc les discrets, les sages, les timides, les moyens et puis, aussi les bons élèves qui font pas forcément, sur lesquels on s'attarde pas forcément non plus. Pendant ce reportage de toute une année, ce que j'ai pu constater aussi, c'est tout ce qu'une école peut apporter aux enfants, notamment à ceux qui ont peu. Puisque finalement, au sein de l'école, évidemment, les élèves apprennent à lire, à écrire, à compter, mais ils apprennent aussi à vivre ensemble. Ils apprennent à débattre, ils apprennent à faire du vélo, à nager, à découvrir des langues étrangères, à parler de leurs émotions, à aller au musée. Donc finalement, le panel de ce qui est apporté est vraiment très large. Mais ce que j'ai vu aussi, c'est que les attentes vis-à-vis de l'école sont immenses et les besoins aussi. Et que donc, ce défi de l'égalité des chances, il est immense et que pour qu'il ne reste pas juste une belle idée, il faut que sur le terrain, les acteurs de l'école aient les moyens d'agir à la hauteur, de ce défi qui est valeureux, mais aussi très exigeant. En tant que journaliste, ce qui m'a un petit peu étonnée, c'est l'image que j'avais finalement d'une école publique au centre d'une grande ville et ce que j'y ai trouvé. C'est-à-dire, en y allant, finalement, le grand bénéfice, avantage du terrain, c'est que finalement, on trouve toujours autre chose que ce qu'on attend et c'est ça qui fait aussi l'intérêt du métier. Et après, sur le côté immersion longue, suivre sur du long terme comme ça, un sujet où on va de temps en temps, etc., garder le contact avec les personnes, garder le fil de finalement, à chaque fois qu'on y va, qu'est-ce que j'ai besoin de trouver, et surtout, qu'est-ce qui me manque. Et à la fois, je revenais avec des pages et des pages et des pages de notes et je me disais, voilà, compliqué de garder le fil sur l'année puisque s'intercalent beaucoup d'autres dossiers à écrire, beaucoup d'interviews, tout le quotidien de la vie du journal qui fait que c'est difficile de rester connecté au sujet. Et à la fois, j'imagine qu'à la lecture, au résultat, ça apporte vraiment autre chose que le reportage qu'on fait sur une semaine et c'est terminé. C'est vrai que le suivi sur le long terme, je trouve que ça colle bien en fait avec ce qu'est une école. Parce qu'une école, c'est une année scolaire, c'est une évolution, c'est des enfants qu'on suit sur le long terme, qu'on voit changer, qu'on voit grandir. Et ça, en fait, ce qui était super, c'est de voir ça justement. De voir par exemple ce petit enfant géorgien qui au début de l'année était vraiment... il avait l'air vraiment souffreteux, il était dans son coin, etc. Et puis au fil de l'année, comme il est logé en tente dans un parc sous la pluie, puis logé dans l'école, puis après finalement vers la fin de l'année, plus de stabilité. Et ce qui était marrant, c'est que, je sais pas si c'était lié ou si c'est juste parce qu'il a grandi, mais il devenait un peu plus turbulent aussi en fait. Il s'affirmait, donc il commençait à chahuter, à rigoler. Et donc il vivait plus sa vie d'enfant, mais du coup il se faisait plus aussi recadrer par la maîtresse. Et c'est ça aussi, le long terme, ça permet d'observer ça et c'est chouette. Vous venez d'écouter un épisode de L'Envers du récit. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Le reportage d'Azilis Claquin est à lire sur le site et l'appli La Croix. Vous trouverez le lien dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'Envers du récit est un podcast original de La Croix.